moi, je pose mes affaires, je m'assois à un endroit, rebelote, il revient vers moi. Et tout ça, il me chuchote comme ça à l'oreille. Il dit, je voulais juste vous dire que vous êtes à la place du président des États-Unis. Oh là là là. Je lui dis, attends. Je lui dis, je suis désolée, je commence à me lever. Vraiment, j'ai honte. Et il me dit, non, vous pouvez rester. Je voulais juste que vous soyez consciente que vous êtes à la place. C'est incroyable. Salut à tous, bienvenue sur Extra, le show qui vous permet d'entendre des témoignages de personnes dites ordinaires comme vous et moi, mais au parcours extraordinaire. Aujourd'hui, on est avec Audrey Lefebvre, la maquilleuse de la Maison Blanche. C'est complètement dingue, elle maquille des présidents, mais pas que, des personnalités en tout genre, hommes d'affaires, femmes d'affaires, célébrités. On va avoir plein d'anecdotes, mais surtout un parcours hors du commun, les amis, avec des hauts et des bas. Accrochez-vous, sortez le popcorn, c'est parti sur Extra. Audrey, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Ça Merci se de voit. me recevoir, je suis super contente d'être là. Je suis content parce que tu as quand même un emploi du temps assez chargé en ce moment, donc merci de me garder un petit peu de temps. Dis-moi, les débuts dans la vie de toi, la Audrey petite fille qui débute dans sa famille, qui choisit pas forcément l'endroit où elle arrive, comment ça se passe? Le nombre de frères et sœurs, le cadre de vie, tout ça? Alors écoute, je suis dans une famille très aimante, très sportive. J'ai un frère et une sœur qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ok. Donc ça joue aussi. Je suis la petite dernière, je suis un peu La chouchoute. Voilà, la chouchoute, exactement. Je viens d'une famille moyenne. Mais je me rends compte quand même vite que je fais des choses pas comme les autres familles. Voilà. C'est-à-dire? Mon père est un entraîneur de foot, Ouais. donc je voyage énormément. D'accord. Je vois tous les ans, je change de ville, je change d'environnement, je change d'école. Et je me rends compte que pas beaucoup d'enfants font ça. Ça reste difficile pour moi parce que ça me demande de m'adapter en permanence à un nouvel environnement. Et je suis une petite fille très renfermée. Quand tu es la dernière aussi de la famille, tu sais, on te dit, voilà, il y a l'expérience des gens voilà, qui sont pas au-dessus de toi, mais qu'il faut écouter parce qu'ils ont l'expérience et il faut suivre. Voilà. D'accord. Donc j'évolue comme ça. Ce qui est très paradoxal, c'est que je suis une petite fille très sage, qui m'exprime pas beaucoup, mais j'ai quand même, au fond de moi, ce côté un peu rebelle. Ok. Tu D'accord. vois, c'est-à-dire que je parle pas beaucoup, mais quand je l'ouvre, Ouais. Ok. direct. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. D'accord. Ok. La stabilité, t'arrives à la trouver ou pas? Non, mais je crois que je suis pas faite pour ça en fait. Tu t'ennuierais, tu crois? Ouais, je m'ennuie très rapidement. Ok. J'ai toujours... Ça peut peut-être expliquer le fait que tu enchaînes les projets. Oui. Tu me disais, tu as toujours quoi? J'ai toujours besoin d'expérimenter de nouvelles choses. Ouais. En D'accord. permanence. Ok. Je m'ennuie très vite. À partir de quel moment tes choix de carrière, qui sont quand même pas les plus anodins, commencent à se dessiner dans ta tête? Est-ce que l'orientation, tu sais, quand on arrive à la jeunesse d'adulte, 18 ans, tout le monde te demande ce que tu veux faire, il faut que ce soit très précis, que tu sais où tu veux pour le reste de ta vie. Toi, est-ce que c'est clair ou au contraire, c'est le flou total? Non, c'est très clair. Je voulais chanter. Et j'avais dit très rapidement, j'ai dit à mes parents, moi il est hors de question que je fasse de grandes études pour avoir un job derrière un bureau 8h, 5h, ce n'était pas pour moi. Okay. Et mon père était très mal placé pour me dire, non, ouais. tu vas faire ça, parce que lui-même est parti à l'âge de 18 ans pour suivre sa carrière. Donc mes parents m'ont dit, bon, ok, mais t'as intérêt à ce que ça marche. Justement, tu as ressenti ça, cette pression un peu? Tu sais, quand on a un papa ou peu importe des parents, des frères et sœurs qui réalisent quelque chose hors du commun, parce que tu décris une famille normale, pas si normale que ça, mais est-ce que tu as ressenti un peu cette pression du succès ou pas? Un petit peu chez mon père. Ok. Oui, qui avait eu aussi du succès. Et puis quelqu'un qui, c'est un grand orateur, quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien, puis je le voyais évoluer, grimper comme ça. Il m'a notamment inspirée, ça c'est certain. Ouais. Je pense qu'il a été aussi très influent. D'accord. Quand tu fais ton évolution de jeune femme, tu veux chanter, ça se matérialise ou pas? Oui, à quel très niveau? vite. J'intègre l'école Alice Donna, qui était une super école. Je me produis au théâtre Bobino, j'apprends en fait les techniques sur scène, expression scénique. Je fais aussi de la musique, le solfège, enfin tout ça. Au bout de 2 ans, elle nous dit bon, on va se déplacer, puis on va dans un endroit, l'un des très très gros endroits, une grande scène, et elle dit voilà, pour pouvoir payer votre prochaine année, je vous ai trouvé un job. Alors c'était
serveuse, enfin tu vois, des trucs très passer basiques. par là. Voilà. Pour payer votre prochaine année et vous pourrez vous produire sur cette scène. Donc moi, fantastique, Bah oui. je m'exécute et le soir, après mon service, on fait les spectacles sur scène. Deal Et puis au parfait. fur et à mesure, ils se sont rendus compte que le rythme était quand même assez difficile à tenir. Donc ils ont créé une équipe artistique et j'ai fini par me produire sur cette scène en live. Donc on chantait et on dansait en live, c'était un dîner-spectacle pendant 5 ans. J'ai fait ça. Waouh! Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête parce que je me blesse sur scène. Et donc quand ça s'arrête, je mets 1 an à revenir. Et là, c'est compliqué pour revenir. Ouais. À ce moment-là, j'ai une carrière de mannequin que je fais le week-end. Ok. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis blessée, puisqu'il y a une perte de poids qui arrive, Ouais. parce que j'ai plus le temps de rien, j'ai même Ok. pas le temps de manger, Ouais. tu vois. Donc, en fait, tout s'enchaîne comme ça. Et à ce moment-là, mon copain de l'époque, on est en 2004, il m'appelle et c'est les Jeux d'Athènes. Et il me dit, il faut absolument que tu viennes ici, c'est incroyable ce qui se passe. Moi, j'étais fan des Jeux. Tu vois, j'adorais regarder à la télé. Et là, je ne peux pas te dire, ça parlera aux gens, il y a une force qui est plus grande que toi qui te pousse à aller là-bas. Ok. Sachant que je perdais mon job si je partais. Bah, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est quand même toi à ce moment-là ton rêve, Oui. d'être chanteuse. Oui. Oui. Tu as connu du succès. Oui. En plus. Mais je suis dans une période, Oui, c'est compliqué. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Tu vois, j'ai la pression, j'ai le mannequinat, Ouais. c'est un peu le flou en fait. Tu vois, je Mm. suis pas très à l'aise. Paris, ça me fatigue un peu. Donc je prends un billet Ok. et je pars là-bas du jour au lendemain. Pas de billet de retour, Sans tu prends ton savoir. billet Si, un billet de retour, mais sans savoir si j'ai retrouvé mon job après en fait. parce que tu leur as pas dit. Gros, non, Ne faites pas ça. faites pas ça. Donc eux, ils découvrent ton absence. Abandon de poste. Ah ouais, totalement. Mais en plus, dans des proportions, enfin, tu tiens un rôle, Oui, tu tiens un rôle dans la prestation, Ouais, tu es ouais. importante. Ouais. Ok, ouais. d'accord. Mais aller là-bas, ça a changé ma Ouais. vie puisque je rencontre mon mari, Qui n'est pas ton copain qui de n'est pas l'époque. mon... Absolument pas. Je le rencontre, il est athlète, on discute de complètement autre chose et on sympathise comme ça. Et je rentre, j'ai plus de boulot. Évidemment, je pense qu'ils l'ont mal pris quand même. Voilà. Donc je décide de me donner à fond dans le mannequinat et 3 mois après, voilà, on est ensemble. Tu te donnes à fond dans le mannequinat. Quelle proportion ça prend à ce moment-là? De mauvaises proportions, parce que même si je viens d'une famille équilibrée, je tombe rapidement dans l'anorexie. Ok. Parce que c'est un cercle, si tu veux, c'est un cercle vicieux. D'abord, j'ai jamais prétendu à ça, parce que je trouvais que justement, je me portais bien, donc je me suis dit, bah non, j'ai pas du tout le corps d'une mannequin, ou voilà. Et rapidement, là, c'est la descente, parce qu'on te fait tellement bosser, Ouais. les castings, les prestats, t'as plus le temps de manger, donc tu perds du poids, et tu te rends compte que plus tu perds du poids, plus tu as des Plus contrats. t'as de demandes, ok. Donc en fait, c'est un espèce d'engrenage sans fin. Et puis après, c'est l'aspect psychologique qui arrive où tu ne te vois pas de la même manière que les gens te voient Mhm. et tu comprends pas pourquoi. Les gens viennent te voir en te disant attention, attention. Là, Ouais. ça devient compliqué. Quand tu me dis les gens c'est qui? C'est ton entourage? C'est mon tes entourage, proches ouais, mes amis qui me disent attention, Audrey, là, tu vois, tu perds beaucoup. Et moi, je dis bah non, regarde, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ah ouais. Tu vois, d'accord. le côté, on ne se voit pas de la même manière Ouais. que les gens nous voient. Cette carrière de mannequinat, encore une fois, j'aime montrer qu'on n'est pas tout en haut tout de suite et que je trouve que même si, déjà dans le chant, il y a eu du succès, mais il y a eu une insatisfaction à un Ouais. moment. Tu es reparti sur autre chose. Le mannequinat, vu ce que tu fais aujourd'hui, c'est que forcément, il y a un moment où tu as dit stop. Et vu ce que tu me décris là, assez facile d'identifier pourquoi tu as dit stop. Jusqu'où ça va en termes de prestige, en termes de qualité de carrière, si je puis dire? Tu as des moments où de ton prime, entre guillemets, dans cette carrière ou pas? Bon, alors moi, je fais du commercial, parce que je ne suis pas très grande. Je suis vraiment à la limite Ok. des mannequins, donc je ne fais pas de fashion show, tu vois, où j'en fais, mais pour mes cheveux. C'est marrant, c'est une très bonne question, parce qu'il y a des grandes marques, très très grandes marques avec lesquelles j'ai travaillé. Et je n'ai absolument pas prêté attention après où est-ce que sortait La pub que tu faisais, quoi. le magazine. C'est ma sœur qui récoltait Ah oui, tous les d'accord. trucs, tu vois, sur Internet, tout ça. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Mais c'est-à-dire que toi, t'enchaînais les tournages, quoi. Ouais, automatique, tu vois, en mode automatisme. Et tu verras que ça reviendra derrière après. Ok. Moi, je suis un peu, ah bah c'est cool, je vais faire ça avec un tel. Ah bah c'est bien.
D'accord. Voilà. Et je fais et après je passe à autre chose. Ça t'a joué des tours ou pas? Disons que j'ai eu des propositions indécentes, on va dire. Alors que j'ai toujours refusé, mais quand même dans un coin de ma tête, je me disais, il y a quand même beaucoup d'argent là. Ah ouais? Ouais. Donc à un moment donné, tu sais, tu t'es pris entre l'appât du gain et ta conscience. Financièrement parlant, c'est que s'il y avait la tentation, c'est que c'était vraiment des gros chiffres. On parle de quoi? Quelle fourchette? Oui, on me proposait des prestations sur 2 heures où c'était 1500, 2000 euros, tu vois. En 2 heures de temps? En 2 heures de temps. Donc c'est vrai que moi à ce moment-là, j'ai 19 ans, j'habite Paris, tu vois. C'est tentant. C'est tentant, voilà. Et en même temps, c'est pas OK. Ces tentations-là, elles sont de plus en plus fréquentes ou pas? Oui, jusqu'au point où j'arrête en fait. C'est ce qui te motive dans Alors l'idée il y a d'arrêter? ça et il y a effectivement ce point-là et il y a ce point où mon conjoint me dit écoute là, tu perds beaucoup de poids, c'est plus OK. Tu quittes un milieu où ouais, ça se passe bien, en tout cas au niveau financier, Oui. tu es bien, tu as une carrière quand même qui est là depuis un moment. Mm. Donc si tu me dis 10 ans, ça veut dire que tu en sors, tu as presque la trentaine? J'ai 28 ans. 28 ouais, à ans, peu près. ouais, d'accord. Tu abandonnes tout. Il n'y a même pas de transition petite. C'est vraiment... Du jour au lendemain. Je crois que j'ai compris que toi, c'est tout ou rien, ok. Tu vas dans le sud. Pourquoi le sud? Parce que lui est dans le sud. Ok. Lui, il a sa carrière dans le sud. Et donc, du coup, il me dit, écoute, viens, tu vois, ça va être plus tranquille pour toi. Je prends effectivement ce temps pour moi, mais je le prends tellement que, du coup, bah voilà, c'est l'amour fou. On décide de se marier très rapidement. Il me propose un mariage 2 mois après qu'on soit... Oh, ok. Voilà, donc ça va très, très vite. Ok. Et 6 mois après, je me retrouve enceinte. Tout ou rien, quoi. On reste dans le thème. On reste dans le thème, Audrey. C'est parfait. Continue. En un an, Ok. je suis célibataire à mariée et maman. Et changement de carrière. Ok. Mais là, il n'y a pas de carrière. Ma carrière, c'est ma famille. D'accord. Ouais, c'est Donc ce t'es que je femme au décide foyer, de entre créer. guillemets, quoi. Ouais, Ok. mais je décide ça en fait. D'accord. Voilà, je veux une pause et je veux faire des enfants. Tu as arrêté. Tu as déjà été mannequin. À ce moment-là, il n'y a aucune décision de carrière qui est dans ta tête. C'est ton enfant. Ça dure combien de temps? Alors ça dure, attends, ils ont 6 ans, 7 ans de différence, donc ça dure 7 ans. Donc pendant ce temps-là, on voyage partout. Moi, je voyage partout à travers le monde, puisque lui est athlète de haut niveau. J'emmène mon fils avec moi, il participe à tout. C'est génial, c'est ce que je veux. Il apprend l'anglais aussi, puisque Super. Voilà, on voyage partout dans le monde. Donc je vis encore une vie extraordinaire, beaucoup d'émotions. Voilà, athlète de haut niveau, il y a des médailles, tout ça. Donc je vis des émotions très fortes. Et je suis heureuse. Ouais, je suis heureuse, je suis bien, j'élève mon fils. C'est ce que je veux, je voyage, je suis contente de la famille que je crée. Parce que c'était important pour moi. Et ça pendant cette année jusqu'à ce qu'il y ait ma fille qui arrive aussi. Ok. Parce que je voulais un petit frère, une petite sœur pour mon fils. 7 ans plus tard, donc. Ouais, 6 ans et demi plus tard. Okay. Et elle arrive et voilà. Et je crée ma famille en fait. D'accord. Je suis heureuse. À quel moment revient l'idée de retourner à la vie active, entre guillemets? Enfin, la vie active, j'aime pas dire ça parce que dans ton cas, c'est déjà très actif. On n'est pas dans, on n'est pas dans je me repose. Sur le marché du travail. Voilà, sur le marché du travail. Quand est-ce que ça commence à émerger dans ta tête? J'avais cette envie de retravailler, et puis j'avais envie de rentrer dans le maquillage, mais à ce moment-là, c'était pas possible, donc je laisse tomber. Mais du coup, quand on arrive aux États-Unis, là, je dis à mon ex-mari, écoute, là, j'ai vraiment envie de retourner travailler. Donc là, si on va quelque part, il faut aussi que je puisse moi m'épanouir, parce que pendant 10 ans, tout était en fonction de lui. Ouais. On oublie que c'est la vie de famille, c'est l'éloignement des proches, c'est potentiellement autre chose. Oui, et puis tout est fait en fonction de ce sport. Ouais. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de revenir. D'accord. Du coup, tu choisis l'endroit où vous voulez aller par rapport à ça? Oui, on a le choix entre Washington, dans le district, ou alors en Caroline du Nord, à Charlotte. Donc je dis, écoute, on passe une semaine à Washington, on voit comment ça se passe, et puis on passe une semaine à Charlotte, et on voit. Et au bout de 2 jours à Charlotte, je lui dis, ah non, moi je ne vais pas là-bas, il n'y a rien. C'est très calme. Il y a un aéroport. Voilà. C'est très corporate, tu vois. Là, je lui dis, non, c'est pas pour les enfants et pour moi, on va à Washington. Alors que pour lui, c'était plus intéressant
d'aller à Charlotte. Mais cette fois-ci, je lui ai dit non, là, on s'était mis d'accord. Donc, voilà. Comment, du coup, tu te lances dans le maquillage? Parce que tu me dis à la base, bon, ok, il y a le mannequinat. On s'occupe de toi, tu y prends goût, tu développes ta féminité. Oui, mais dans le maquillage, tu bascules de l'autre côté. Tu prends soin des gens, tu mets en avant leurs qualités, tu potentiellement caches leurs défauts. Comment ça se passe, la bascule dans ta tête? C'est lors d'une séance, justement, de photos. Que j'ai faite avec un très grand photographe parisien. Il fait venir une maquilleuse à ce moment-là, il n'y a pas de miroir là où on est. Et elle me maquille et au bout de 30 minutes, elle me dit c'est bon, j'ai fini. Donc je vais après me voir dans les toilettes, je regarde, je dis waouh! Là je me dis, je me kiffe. Tu vois, c'est la première fois, je me vois dans le miroir et je me dis mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Alors que finalement, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a fait l'essentiel. Et c'est là où je me dis mais moi je veux apprendre à faire ça. Vraiment, c'était plus de la correction du visage que vraiment maquiller. Le mensonge, entre guillemets, comme on peut dire. Exactement. Et je veux apprendre à faire ça. Donc, je vais me former à Paris parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette technique. Et puis surtout, elle s'était formée à Paris. Donc, je reviens ici et je fais des cours en accéléré parce que je suis maman, je ne peux pas rester un an ici. C'est ce que j'allais dire, comment tu arrives à coupler tout ça, c'est incroyable. Je fais des cours en accéléré sur 4 mois, tous les jours, cours privés, j'enchaîne. Je reviens aux États-Unis, il me faut l'équivalence. C'est comme ça aux États-Unis, quoi que tu fasses, il faut l'équivalence. Je refais une école. Pareil, j'enchaîne. Et j'apprends des techniques aussi différentes, donc c'est intéressant pour mon travail. J'ai mon matériel de prêt, tout est OK, sauf que je ne parle pas anglais. Je comprends l'idée générale, mais parler, m'exprimer, rien. Il n'y a rien qui sort de ma bouche. C'est le plus dur. Et voilà, et je me forme, mais bon voilà, je parle plus. Où est-ce que je vais en fait? À qui je m'adresse? Comment je vais chercher les clients? Une fois que tu es formé et tout, oui. Comment j'aborde les gens? Je ne parle pas, je ne peux pas m'exprimer. Donc là, je vois une espèce de l'Everest en face de moi. Oui, tu m'étonnes. Et je me dis, oh là là, ça va être très compliqué. Je doute, j'ai envie d'abandonner. Ah, j'avais posé la question. Ouais. À ce moment-là, je dis à mon ex-mari, c'est compliqué, on a fait une bêtise là, il faut qu'on revienne en France, moi j'y arriverai pas. Il faut savoir qu'il faut réapprendre tout, le système bancaire, le système des écoles, même pour aller faire tes courses, c'est pas du tout pareil qu'ici. Non, c'est pas pareil. Enfin, et tout ça me semble beaucoup. Je suis un peu, en anglais on dit overwhelmed, tu vois. Tu es submergée par... Ouais, je suis submergée partout, j'arrive plus à réfléchir correctement et je panique. Et j'ai envie d'abandonner. Après, c'est un peu la phase, quand on va à l'étranger, qu'on vit, on abandonne tout, on connaît tous ça. Ce moment où on a envie de se raccrocher à ce qu'on connaît, ce qu'on aime et qui est familier, entre guillemets, et on a envie de tout plaquer. Il faut lutter contre ça, c'est dur. Oui, et je pense qu'il faut se retourner vers les personnes ressources qui sont là justement pour te rebooster. Et donc lui a eu cette... voilà, il a eu cette motivation. Il m'a dit non, on est venu ici, on y va, on va jusqu'au bout, on se bat. Et voilà, et ça a été plutôt bénéfique. Donc j'ai décidé à ce moment-là, je me dis bon, j'arrête de me mettre tout ça dans la tête, ce côté un peu négatif, tu vois, du truc. Je fais confiance à la vie et je me dis on verra. Donc je lâche en fait le truc, tu vois. Et quelques jours après, ça va très vite, hein. Quand tu décides de lâcher, ça va très très vite. Quelques jours après, il y a cet homme qui frappe à un copain de mon ex-mari qui me dit écoute, il y a cette nouvelle application qui vient d'arriver, ça peut être super intéressant pour toi. C'est en gros, tu vas chez les gens et tu produis un make-up. Et à ce moment-là, je me dis j'ai peut-être pas besoin de trop parler. Non, l'application le fera pour toi. Voilà. On me met tout en place, j'ai juste à me montrer, à faire ce que je sais faire et je repars. Je me dis effectivement, ça peut être sympa. Et je commence comme ça. Financièrement, développement de tout ça, l'activité, on parle de quoi? C'est long. C'est long, ça ne se fait pas tout de suite. C'est important pour moi qu'on retrace ça quand même. Ouais, et d'ailleurs, c'est tellement long qu'à un moment donné, au bout d'un an, alors oui, je faisais des clients, mais pas assez. Pas assez pour les États-Unis, j'étais pas payée assez, je voulais plus. J'avais envie d'emmagasiner le plus possible de clients pour avoir une récurrence, tu vois, de clients qui me permettent d'avoir de l'argent. C'est tout, ça s'arrêtait là. Donc, ton ambition n'est pas de taper à la Maison Blanche et dire je suis... D'accord. Pas du tout. Toi, c'est juste de subvenir aux besoins, entre guillemets, de ta famille, ne pas être dans le déficit, quoi. Exactement. D'accord. À ce moment-là, c'est ça. Et je ne gagne pas assez, donc je me dis qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus? Alors je regarde sur Internet et je tombe sur cette application qui effectivement est plus grosse puisqu'ils sont déjà à New York, à Miami, à Los Angeles. Et je me dis bon allez, j'y vais, j'applique.
Il me rappelle 15 jours après et il me dit on est intéressé par ton profil, mais on ne vient pas sur Washington avant 1 an. Oh là là, je me dis 1 an, c'est long 1 an. C'est long. Donc je sors de ce rendez-vous un petit peu dépitée. Je me dis bon bah je retourne là où je suis et puis je continue et puis voilà, je tâtonne un peu, tu vois. Et 8 mois après, il me rappelle. Ils me disent bah voilà, on est prêt. Ils t'ont pas menti, hein? Non, ils m'ont pas menti. Ils m'ont dit on est prêt. On aimerait bien t'avoir dans l'équipe. On crée une équipe de 6 personnes qui va venir pour l'inauguration du nouveau président des États-Unis à Washington. Beaucoup de tests, en long, en large et en travers. Et après ces tests, ils me disent ok, on te prend dans l'équipe. Donc moi, je me dis encore une chance de faire beaucoup de clients. Ah oui. Moi, j'ai toujours cette idée dans la tête, tu vois. C'est incroyable. Il n'y a rien qui te fait peur, toi. C'est magique. Bon, on me dirait président, je dirais, je vous rappelle. Il n'y a pas d'histoire de toi, président. Toi, tu bégayes pas, toi. Non, mais ah oui, tu ne sais pas forcément que c'est le président. Tu sais que tu as travaillé à l'inauguration, mais tu ne sais pas que... Voilà. Moi, encore une fois, je suis fixée sur avoir beaucoup de clients. Exposition, d'accord. À aucun moment, je pense président. Ok. Rien. Non, mais c'est bien, c'est important, je trouve, de savoir ça. C'est important de le dire, oui, parce que je ne suis pas du tout dans cette optique. Et avant l'inauguration, je reviens, c'est important de le signaler, parce que ça va dépendre aussi de la pression que je vais avoir derrière. Je reviens d'un fashion show à Vegas pendant 5 jours, hyper intense. Il y a 300 modèles à maquiller. On est 15 maquilleurs, il faut apprendre 25 make-up en 2 heures. T'as pas le temps de réfléchir, il faut y aller, il faut enchaîner. C'est hyper intense, je dors très peu. Je reviens de Vegas, je défais ma valise, j'en refais une autre parce que l'équipe me dit on te veut à l'hôtel avec nous. Je repars. Et là, on me dit voilà, demain, tu te présentes à telle adresse, telle heure, tu demandes telle personne, il va y avoir les services secrets, tu donnes ton nom et tu suis le processus. Et je m'exécute. Parfait, je fais tout ce qu'on me dit, je me présente, effectivement, il y a les services secrets qui sont là, je donne mon nom, je passe, très bien, il n'y a personne. Je commence à monter les escaliers, et là, les services secrets qui arrivent en masse, en disant « descends vite, mets-toi sur le côté ». Donc je m'exécute, et je suis un peu au garde à vous, comme ça, à côté des escaliers, et je vois Donald Trump qui sort avec sa femme, Melania, et super sympa, je suis toute seule avec les services secrets, donc ils me saluent, tu vois, et je les vois monter. Et à ce moment-là, je dois être très naïve quand même, parce que je me dis, ah c'est marrant, ils vont peut-être voir les gens que je vais maquiller. Tu vois, je suis vraiment dans cette inconscience totale. C'est totalement possible. Ben oui, c'est totalement possible. Je dis, tiens, ils vont visiter les gens que je vais... C'est très mignon de ta part. C'est très mignon de ta part. Mais bon, donc du coup, ils montent devant toi. Ils montent devant moi, je les suis, j'attends un peu, parce que les services secrets, voilà. Oui. Et quand j'ouvre, alors là, je me dis, il y a toute la famille qui est là, il y a beaucoup de monde, et je comprends là, je me dis, alors en fait, je suis là pour la famille. Donc là, c'est... T'es pas guidée du tout quand t'es là-bas, t'es toute seule. Oui. Et eux, en plus, savent que quelqu'un vient, donc limite, tu devrais savoir, enfin, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'accueille, ils savent ce pourquoi je suis là. Et il m'assigne à une chambre. Là, par contre, je prends conscience du truc. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Ouais, parce que je vois cet homme, donc je sais qu'il est le fils de Donald Trump. Je vois qu'il regarde la télé, et je vois qu'à la télé, c'est CNN, la chaîne d'infos, qui sont en train d'invectiver son père en long, en large et en travers. Okay. Et lui, je le vois complètement détendu sur son lit. Il mange ses pop-corn et je vois la scène comme s'il regardait un film... D'accord, détaché quoi. Complètement détaché. Ah, ok. Et tu vois, je me dis, mais comment il peut être aussi détaché en voyant son père se faire démolir comme ça? C'est violent, CNN c'est violent, c'est pas les infos françaises. Et là, je me prends un uppercut. Ce qui me choque, c'est sa réaction, en fait. Enfin, sa non-réaction, finalement. La froideur totale. Quoi. Oui, et donc je vais dans la salle de bain pour maquiller sa femme. Ça se passe super bien. Et lui, après, vient dans la salle de bain pour que je le réajuste un petit peu. Et je vois qu'il galère un peu avec sa cravate. Donc je pense qu'il est stressé. Je me dis, peut-être qu'il est un petit peu stressé. Donc je lui pose la question. Et sa réponse est encore formidable. Toi et moi, on dirait, non, ça va. Ou alors, oui, un petit peu. Et non, lui, il me dit, tu sais, après 2 ans de campagne électorale, là, aujourd'hui, j'ai juste à sourire et à me tenir debout. Autrement dit, stressé, pourquoi? Non, parce que là, c'est fait. Ouais. Mon père, il est président. Il y a juste à accueillir l'événement, sourire, et puis terminer, ça s'arrête là. Voilà. Ok, et ce sentiment-là, tu le sens à travers toute la famille? Ah oui. Qu'il n'y a pas de stress par rapport à l'ampleur de l'événement? D'accord. Ok. Non, il n'y a jamais de stress, en fait.
Je pense qu'ils sont tellement déterminés, concentrés sur ce qu'ils ont à faire, sur l'objectif qu'ils se sont tous fixés. Il n'y a que ça qui compte. D'accord. Je souris parce que je comprends qu'on puisse les voir d'une certaine manière. Mais comme moi, je les vois d'une autre manière, du coup, j'arrive à rééquilibrer, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils font. Je sais pourquoi ils le font. Et puis, je vois des gens comme toi et moi dans leur salle de bain, et qui vont se faire le petit-déj, qui vont se préparer un thé. Donc, je pense que ça ramène ce côté humain, l'humanité en eux, tu vois, que moi je vois et que la majorité des personnes ne voient pas parce qu'ils les voient qu'à la télé. Bah oui, ça dédiabolise un petit peu le truc. Ouais, c'est important quand même. Même si on n'est pas d'accord, du coup, à la fin, ça reste des humains. Exactement, ce sont des gens qui s'occupent de leurs enfants aussi. Trump qui fait sauter ses petits-enfants sur les genoux. Tu vois, c'est une personne, je ne vais pas dire président, c'est une personne. Je dissocie en fait les deux. Ouais. C'est une personne gentille. D'accord. C'est-à-dire que moi, il est venu me féliciter et me dire merci pour mon travail. Il n'est pas obligé. Tu vois, il peut... des maquilleuses, il y en a plein qui l'ont maquillée. Je ne suis pas la seule, tu vois. Donc, il pourrait passer son chemin parce qu'il est concentré sur autre chose et qu'il a des grandes décisions à prendre pour le monde entier, tu vois. Et puis dire merci à une maquilleuse, franchement, c'est pas le truc principal. Et pourtant, il est reconnaissant du travail de chacun, mais je suis pas la seule qui remercie. Il y a d'autres, les maîtres d'hôtel, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas seulement toi. Il a cette attitude auprès de tout le monde. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la politique, c'est très théâtral. Ok. On joue, quoi qu'il arrive, un jeu. Ok. D'accord ? Même quand il n'y a pas de caméra ? Alors, peut-être moins quand il y a une caméra, mais en tout cas, quand il y en a une, on joue un jeu. Okay. Et je pense que Trump joue ce jeu à fond, parce qu'il s'en fout à tel point de ce que vous pouvez dire sur lui. C'est pas quelque chose qui l'impacte du tout, donc il s'en fiche d'avoir cette image-là. Bon, il y a cette journée, hors du commun, même pour toi. Hors du commun. Jours, même. Et c'est 3, oui, c'est vrai, du coup, tu restes 3 jours là-bas. Tu pars, tu n'as aucune idée de ce que ça va être. Non. Quand tu sors de ça... Je ne sais même pas que je vais à la Maison-Blanche après. Parce que là, ce que je te raconte, on est à la Blair House, ce qui est la maison d'État, là où Macron va, où le président chinois va, tous les présidents vont là-bas. Mais je termine ma mission, mais je ne sais pas ce qui se passe après. Bah non. C'est que le soir, on me dit, bon, demain, on va à la Maison-Blanche. Je dis, bah non, c'est pas possible. Ça me paraît très, très compliqué parce que c'est l'inauguration au niveau de sécurité. Déjà, c'est compliqué d'accéder à la Maison-Blanche, mais ce jour-là, encore plus que jamais. C'est encore plus que les autres jours. Je me dis, mais c'est impossible. Ok. J'y crois pas, en fait. T'es impressionné réellement par le dispositif, parce que tu m'as parlé du fait qu'on te dise, mets-toi sur le côté, pousse-toi à le président qui arrive. Évidemment, c'est impressionnant. Oui. Tu sais pas du tout ce qui va se passer sur le moment où on te le dit, donc c'est impressionnant. Derrière, la Maison-Blanche, c'est encore un niveau au-dessus. En quoi ça se matérialise ? Comment ça s'est comme ce que tu vois dans les films. Ah ouais ? C'est la réalité. C'est-à-dire quand tu vois... Toi, par exemple, j'ai cette image, je ne l'ai pas dit beaucoup, mais tu es dans l'ascenseur à la Maison-Blanche, donc l'ascenseur de l'époque, très ancien. C'est le silence, personne ne parle. Donc tu montes, et d'un seul coup, tu as les portes qui s'ouvrent. Et tu sais, comme dans les films, tu as les 2 gars de la sécurité de chaque côté, puis il y a des va-et-vient partout, en permanence. C'est le brouhaha, tu vois, ça, les Américains, ils parlent fort en plus. Tu as les portes qui se referment, silence. Oh Seigneur. Tu montes au 2e étage, pareil, ça s'ouvre et rebelote, le brouhaha, les va-et-vient, les personnes qui vont, qui viennent, qui repartent, Et là, tu montes au 3e étage, et là, on arrive à la résidence. Donc c'est là où le président vit, en fait, avec sa famille. Et là, c'est beaucoup plus calme. C'est ce moment-là, toi, cette traversée de la Maison-Blanche notamment, qui te marque le plus dans ton expérience Oui, parce que d'abord, on arrive par l'entrée principale. Et là, je ne comprends pas, je me dis, c'est pas possible, on peut pas passer. C'est les chefs d'État qui passent par l'entrée principale, c'est pas les artistes. C'est vrai que quand tu rentres là-dedans, tu ressens beaucoup de choses. Okay. Tu ressens le poids de l'histoire, tu ressens les tableaux, tu vois, il y a des choses qui se passent. On a beaucoup d'heures d'attente quand même entre les missions avec la famille. Oui. Et donc le majordome, qui est le manager de cette Maison-Blanche, nous fait visiter pendant ce temps-là. Là, c'est exceptionnel. Là, je me prends tout ça dans la figure et je me dis, prends tout ce que tu as à prendre. Je vis vraiment le moment présent.
Et voilà, et je vis des histoires, encore une fois, complètement surréalistes. Je vais à la fenêtre, je voulais juste regarder les jardins. Et là, le majordome vient me voir et puis il me raconte cette histoire où il me dit c'est marrant que vous mettiez là parce que c'est là où le président Kennedy aimait se positionner quand il recevait ses invités à la Maison-Blanche. C'est vrai, mais il y a Kennedy qui était là. Je me dis là, je suis là où Kennedy était. C'est incroyable. Et tu vois, j'ai des frissons. Et même encore, je t'en parle. Là, à chaque fou. fois, de toute façon, que je raconte cette histoire, j'ai des frissons incroyables qui m'arrivent parce que je ressens l'énergie du moment. Je suis dans la salle de bal, donc je me dis, c'est fou. Ouais. C'est quand même dingue. Si tu veux pas, je suis crevé déjà. On va passer une grosse journée à la Maison Blanche, c'était incroyable. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire demain? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe demain? Le demain de ça, c'est quoi? D'abord, laisse-moi finir, parce que la journée n'est pas finie. Ah, donc tu t'aimes pas encore occupé même de Non, parce que, alors si, je m'en occupe, il y a des va-et-vient, ils reviennent dans la journée, mais le soir, c'est là où, parce qu'il se passe tout le temps des trucs. Ça s'arrête jamais à la Maison Blanche. Le soir, c'est exceptionnel. On a faim, on n'a pas beaucoup mangé, on cherche un endroit où manger, mais tu sais, à Washington, à 10h, c'est terminé, les restaurants, il n'y a plus rien. Il est 9h du soir, donc on se dit, ouf, le temps qu'on sorte, ça va être compliqué. Ouais. On redescend avec nos affaires, et là, le majordome nous dit, il a entendu qu'on cherchait à manger, il dit, bah, vous pouvez très bien manger là. Et là, on se regarde, vraiment, on est gênés. Il y a la table d'État, là où reçoit le chef reçoit tous les chefs, les autres chefs. Il y a un buffet. On se dit, on peut s'asseoir là, t'es sûr? Oui, la famille est partie, vous pouvez profiter du buffet. Moi, bah, je pose mes affaires, je m'assois à un endroit, rebelote, il revient vers moi. Et tout ça, il me chuchote comme ça à l'oreille. Il dit, je voulais juste vous dire que vous êtes à la place du président des États-Unis. Oh là là là. Je lui dis, attends, je suis désolée, je commence à me lever, vraiment j'ai honte. Et il me dit, non, vous pouvez rester, je voulais juste que vous soyez consciente que vous êtes à la place. C'est incroyable. Et il me dit, si je vous le dis, c'est parce que, en fait, derrière vous, il y a le portrait de Lincoln. Et c'est officiellement, c'est là où le président doit se tenir lors des dîners d'État, parce qu'avec la presse, il faut qu'il soit pris en photo. Voilà, bien il sûr, y a un protocole. Bien sûr. Je me prends tout ça, mon Dieu, mais... Je me demande comment tu arrives à tenir debout à la fin de la journée, quoi. Ah ben, j'y arrive plus. Je rentre chez moi, on rentre à l'hôtel. Ouais. On est lessivé et on sait que le lendemain matin, on doit se lever à 5h. Et rebelote. Il faut être prêt à 6h pour la famille. Et là encore, il se passe un truc de fou, puisque tout le monde commence un peu à travailler avec la famille, ils doivent aller à l'église. Et moi, j'ai personne sur ma chaise. Et j'attends. On n'a qu'une heure. Hein. Ouais. Une heure, pour moi, c'est beaucoup. Je me dis, je suis à l'aise. Et au bout de 40 minutes, là, je panique. Parce que là, t'auras pas le temps. Là, j'ai le temps de quoi? Je me dis, c'est mort, elle va pas y aller. Elle n'a pas envie de venir, elle est fatiguée. Et je me dis, bon, bah tant pis, aujourd'hui, je ne travaillerai pas. Elle arrive sur la chaise, décomposée, je vois qu'elle est très fatiguée. Et elle me dit, il te reste 20 minutes. Deux choix. C'est clair à ce moment-là. Je suis encore dans le moment présent, je lui dis, ou tu t'écroules, et là, c'est mort pour toi. Ou tu choisis de faire abstraction. Tant pis s'il casse, tant pis ce qui se passe autour. Tu te concentres que sur elle pendant 20 minutes et tu fais tout ce que tu peux pendant 20 minutes. Wow. Et dernier coup de pinceau sur les lèvres et elle s'en va et elle part. Contente. Oui. Contente, moi aussi. Toi aussi contente du résultat? Contente de ce que j'ai pu produire en 20 minutes parce que voilà, il faut aller à l'essentiel. Wow. J'aurais aimé faire plus, mais bon, à un moment donné, elle, ça lui va, donc hop, c'est fini. Ok. Ça, c'est intense. Ouais, c'est intense, ouais. On parle de pression, tu vois, ces 3 jours ont été en pression D'accord. Continuellement. Tu as quand même accès à la vie de cette famille-là, même si c'est des moments, c'est des parcelles de temps. Il y a des choses, des scènes, des échanges où tu dis « oups, j'aurais peut-être pas dû voir ça », ou même eux se disent « oups, elle a vu ça ». En fait, si tu veux, au bout d'un moment, quand tu travailles très longtemps avec ces gens-là, ou même d'autres personnes qui font partie du gouvernement, ils ne font plus attention à toi. Parce que tu fais partie de leur environnement, tu fais partie du truc. Ouais. Donc, ils lâchent des informations sans faire
attention, ils sont plus dans le contrôle. Ouais. Là, je m'exprime, mais je ne pourrais jamais rien, je ne pourrais rien dire. Et je ne dirai rien parce que c'est pas dans mon intérêt, c'est pas dans l'intérêt des gens de savoir ça. C'est pas l'intérêt de faire du mal à qui que ce soit. Donc je garde pour moi. Ouais. Quand tu ressors de ça, de ce moment-là de ta vie, déjà il y a le côté je rentre à la maison, chérie, tu vas jamais croire. Tu vas jamais croire ce qui s'est passé, je viens de vivre un truc de dingue. Ouais. Donc déjà, il y a ce moment où tu atterris. Est-ce que les répercussions, qu'elles soient sur ta vie perso ou sur ta vie pro, elles sont immédiates après cette expérience-là? Alors, et elles sont immédiates professionnellement parlant, parce que là, du coup, ça s'enchaîne. Quand j'ai travaillé pour Ivanka, donc je ne pouvais rien dire, rien faire, rien divulguer, sauf que j'ai été prise par les paparazzis en sortant de chez elle, ça a été repris partout en Angleterre, dans les médias un peu gossip et tout ça. Et donc, mes clientes ont vu ça. Donc ça y allait très vite parce que ça m'a apporté de la clientèle. C'était une publicité, voilà. quelque part. Ouais. Et le bouche à oreille a énormément fonctionné. Tu estimes que ça t'a changé, toi, Ah ouais. parce que là tu me parlais de ta vie perso, alors tu m'as parlé des choix par rapport à la carrière. Est-ce que toi, dans ton appréciation de tout ce que tu vivais au quotidien, les choses ont été perçues, vécues et une réaction différente de d'habitude? Je me suis enfin révélée sur qui j'étais vraiment. Tu vois, on parlait d'ambition. Moi, je me suis jamais dit que j'étais une personne ambitieuse. C'est les gens qui me disaient ça. Moi, je voyais un petit peu le côté négatif, tu vois, de ce mot. T'es ambition, tu vas écraser l'autre, c'est comme un bulldozer, tu vois. Oui. Et je me disais, mais non, moi, je suis pas du tout comme ça. Et en fait, si. Mais il n'y a rien de mal à ça, tu vois. C'est juste réaliser toi. Je me suis réalisée en tant que femme, je me suis réalisée en tant que maman. Et c'est important d'avoir cet équilibre. D'accord. Est-ce qu'il y a des célébrités? Est-ce qu'il y a des gens de la vie de tous les jours, du commun des mortels, avec qui tu travailles au quotidien? Ou est-ce que ça s'arrête à je suis la maquilleuse de la présidente et c'est tout? Les autres, vous attendrez un petit peu que ce soit fini? Bah non, pas du tout. Moi, j'accueille tout le monde. C'est aussi ce qui me permet de redescendre sur Terre quand je vais faire une femme qui a envie de se faire jolie pour son anniversaire de mariage, tu vois, qui sort le soir. Et qui, je mets autant de passion, autant de temps, autant d'amour dans ce que je fais, parce que je me dis c'est important pour elle, c'est important pour son couple, c'est important qu'elle se sente bien pour son mari, donc j'y vais à 1000%. Si tu me posais cette question, je vais la poser puis je vais répondre, parce que je trouve que c'est important, qu'elle a été la personne qui m'a le plus marquée pendant toute cette carrière. Voilà, je savais qu'elle allait venir cette question, évidemment. C'est pas président Biden, Clinton, c'est pas une célébrité, De Niro, peu importe. C'est cette petite mamie de 91 ans que je suis allée voir parce que ses petits-enfants lui ont offert pour ses 91 ans un maquillage et une coiffure. Ils voulaient qu'elle soit bien en fait pour ce moment-là. Et je me présente à elle et je lui pose la question. Je lui dis, est-ce que vous êtes déjà fait maquiller? Est-ce que vous portez vous-même? Et elle me regarde et elle me dit, mais madame, je n'ai jamais porté de maquillage de ma vie. Et là, je me sens envahie, c'est con, hein, mais je me sens envahie d'une mission. Wow. Je me sens missionnée d'un truc là, tu vois. Je me dis... Toutes les maquilleuses reposent sur toi. Là. 91 ans qu'elle ne s'est pas vue avec du maquillage. Et j'ai la pression. Je te jure, j'ai plus de pression. Que quand... Ils ne vont pas me croire. Hein. Non. Tes auditeurs, ils ne vont pas me croire. Mais j'ai beaucoup plus de pression à ce moment-là de lui montrer le miroir. C'est fou. Parce que je me dis, ça fait 91 ans, peut-être qu'elle attend de se voir d'une manière différente, en fait. Et elle se regarde et je vois ses yeux qui commencent à briller. Et elle me regarde et elle me dit, oh, mais je suis belle. Oh, c'est mignon. C'est important tu vois, de s'aimer aussi. Et à ce moment-là, je sens qu'elle s'aime. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau. Waouh. Je vais te parler un peu pognon, parce que là, tu peux pleurer, mais c'est bon, on va parler un petit peu d'argent. Là. Ça suffit, là. C'est bon, on a dû cutter un peu pour que... Voilà. Mais j'ai repris mes esprits. Je veux te parler conséquences sur ton travail. Je veux te parler... On a commencé à te parler du niveau perso aussi. Comment ça évolue, ton évolution professionnelle? Comment ça impacte ta vie professionnelle au-delà de ta relation amoureuse avec ton époux?
Avec mes enfants, avec oui. tes enfants, Avec mes avec ton enfants. rôle de maman, ta présence au sein de cette famille, comment ça évolue? C'est sûr que les 2 premières années, quand on est arrivé, on était un petit peu dépassés, puis il fallait vraiment aller chercher le boulot. Donc on a fait venir nos familles, mais ça aussi, ça a été compliqué. Tu mets en place une certaine organisation avec ta femme, tes enfants, puis là d'un seul coup, il y a les parents qui arrivent. Alors, même si tu les connais, faut de l'adaptation de part et d'autre. Et ensuite, effectivement, on se relayait beaucoup avec mon ex-mari. C'est-à-dire que si moi je ne pouvais pas, lui il essayait quand même d'être là. Et vice-versa. Après, on avait les amis aussi, tu vois, qu'on essayait. Enfin, il y avait on trouvait toujours une solution. Mes enfants, j'ai toujours essayé d'avoir le plus de temps qualitatif avec eux, plutôt que quantitatif. Et je pense s'ils devaient témoigner, ils seraient OK avec ça, parce que je suis pas, on n'était pas une famille à aller tous les week-ends, faire des trucs, machin, à droite, à gauche. Ils savaient que le week-end, on devait travailler aussi. Mais par contre, il y a des moments importants pour eux où je voulais être là. J'ai presque envie de te dire, après, dans mon couple, on fonctionnait plus comme un couple, mais comme une équipe. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que du coup, tu crées une distance. On est une team, on est une équipe, mais le côté personnel, intime, affectueux, voilà, se détache. Et puis lui, à ce moment-là, il arrête sa carrière. Gros virage aussi pour lui, C'est compliqué. Un athlète qui arrête sa carrière, il n'arrête pas du jour au lendemain. C'est impossible. Je dois être honnête, c'est un peu chacun sa merde, en fait, à ce moment-là. D'accord. Tu vois. Okay. Mais comme lui aussi, moi je vivais des trucs. Oui, il n'était pas forcément là pour t'épauler dans ces moments-là. À ce moment-là, on est tous les deux, on vit notre truc, chacun son problème, en fait. On n'est pas dans le partage ou pour aller tirer l'autre, tu vois, vers... voilà. C'était peut-être notre chemin, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Je t'ai dit que j'allais te parler de fric. Oui. Ah mince, je crois que t'avais oublié. Est-ce qu'on devient pété de thunes quand on s'occupe du président? Voilà, parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Est-ce que quand on arrête de maquiller l'artiste du Tibet du coin qui va avoir une performance sur scène et qu'on bascule dans je maquille le président, boum, c'est jackpot? Aux États-Unis, moi, ce que j'ai observé, c'est que chaque année, j'augmentais mes revenus de 20-25%. C'est beaucoup. C'est beaucoup, donc ça motive. Ah oui, bien sûr. Et effectivement, ça s'accumule. Les présidents, non, on ne gagne pas beaucoup. C'est le prestige que tu gagnes, c'est le carnet d'adresses que tu gagnes, mais financièrement, ce n'est pas intéressant. Par contre, moi, ma clientèle, elle va jusqu'aux millionnaires et milliardaires. Ok. Et là, par contre... C'est là que ça bascule dans d'autres... C'est là que ça bascule. Ouais. D'accord. Moi, on me demande de venir, elle me fait déplacer en avion, juste pour un make-up, pour un mariage, je le fais en une demi-heure. Elle me fait déplacer en avion, elle me paye l'hôtel, tout est pris en charge. Et en plus, elle me paye le triple de ce que je demande. D'accord. Après, moi, quand je maquille, j'y mets de ma personne, j'y mets de l'intention, bien sûr. J'y mets de l'amour. Et il y a une chose que ces personnes-là, les milliardaires, ne peuvent pas s'acheter, c'est bien l'amour des autres et la santé. Tu as beau avoir tout l'argent de la terre, une fois que c'est ton heure, c'est ton heure. Voilà. Sur ta chaîne YouTube, tu parles du fait que les différents mondes que tu fréquentes génèrent des codes différents. Oui. Quand tu parles de codes, tu parles de codes sociaux, d'échanges, ou tu parles de codes professionnels niveau maquillage? De quoi tu parles? Tu ne peux pas aborder un président de la même manière que tu vas aborder une milliardaire, de la même manière que tu vas aborder une femme au foyer. Le président, instinctivement, donc ce sont des gens qui sont entraînés, on va dire, programmés pour venir aller te titiller, pour voir si tu es suffisamment solide pour être en face d'eux. Du test en permanence, quoi. C'est en permanence. C'est ça les codes qu'il faut comprendre. Il faut rester bien aligné avec qui tu es, bien sûr de ce que tu vas produire et comment tu vas le produire. S'ils voient que tu n'as pas confiance, là, ils vont aller s'incruster, ils vont tout faire pour te déstabiliser. C'est leur mode de fonctionnement. Donc ça, il faut le savoir. Milliardaire, c'est ce que je viens de te dire. En insécurité totale. D'accord. Peur de tout. Les microbes, les maladies, parce que voilà, il faut être très, très attentionnel et rassuré en permanence, leur dire ça va, ok, t'inquiète pas, je gère tout, voilà, les rassurer. La femme au foyer, alors elle se laisse complètement aller,
elle est heureuse que tu sois là. Tu vois, elle sait que tu es professionnel et que tu vas délivrer ton truc. Donc là, c'est beaucoup moins de pression, mais c'est vraiment un échange authentique. D'accord. Okay. Voilà, on parle des enfants, on parle donc, tu vois, l'approche n'est pas du tout la même. Ouais. J'ai refait tout ton parcours, qui est passionnant, il manquait que le popcorn. Mais maintenant, on va faire un petit jeu d'anecdotes. Ouais. Je vais te poser des petites questions. Tu me dis le premier souvenir qui te vient à l'esprit. La première question pour moi, c'est quelle est la personnalité publique que tu as fait qui t'a le plus marqué? Putain, c'est dur comme question, Ah, parce c'est qu'il y en parti. a tellement qui m'ont oui. le marqué. Écoute, je dirais Joe Biden. Parce que cette anecdote, elle est aussi folle. Et elle est tellement folle que j'ai même mis du temps à me dire est-ce que ça s'est réellement passé. On m'appelle pour une VIP, il faut que j'aille au bâtiment des démocrates. Vite, 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 c'est urgent. On te donne les infos quand tu arrives. Quand j'arrive, on me dit voilà, c'est une cliente, Carla Franck, elle est hyper VIP. Ok, je la connais pas, mais j'y vais. Je me présente, je demande à voir Carla Franck. Je vois qu'ils hésitent un peu, ils savent pas trop. Personne ne vous a dit avec qui vous alliez travailler? Il me dit non, vous allez travailler avec le vice-président des États-Unis. Et à cette époque-là, lui était former vice-président. Mais quoi qu'il arrive, tu dois... Oui. Il est vice-président. J'essaye de me concentrer et de me dire, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut pour un homme dans ma... Voilà. Lui, pareil, il me dit, c'est bon, tout est OK. Je dis, c'est bon, on y va. Et là, Joe Biden arrive. Tout de suite, il engage la conversation. Il me demande, il pose des questions. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Quand est-ce que vous êtes arrivé? Pourquoi vous avez choisi notre pays? Ainsi de suite. Et à ce moment-là, moi, j'étudie la Constitution pour avoir ma citoyenneté. C'était 1 mois après. Et spontanément, parce que je vois qu'il est cool, je lui dis, écoutez, moi, il faut que vous fassiez un truc avec cette Constitution parce que je ne comprends rien. Le sénateur, les congressmen, je lui dis, c'est très compliqué quand même chez vous. C'est compliqué. Et il rigole. Et il me dit, Audrey, laissez-moi vous expliquer. Et là, il me fait un cours d'histoire à moi. Et franchement, honnêtement, j'ai pas trop écouté. J'étais en train de me dire, j'avais mes produits dans les mains, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai le vice-président des États-Unis qui me fait un cours d'histoire pour moi. En plus, on est tous les deux dans la pièce, il n'y a personne d'autre. Je me dis, mais personne ne va me croire quand je vais raconter cette histoire. Personne ne va me croire. Et il prend son téléphone. Et je ne sais pas pourquoi, il a voulu me montrer ses photos de sa famille, de sa maison dans le Delaware. Et puis il tourne comme ça. Ah bah ça c'est mon chien, bah ça c'est mon fils qui est décédé. Et il me dit, et toi? Donc je prends mon téléphone. Oh non. Et je montre ma famille, où est-ce que j'habite. Et on a une discussion complètement, mais... Waouh, c'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. C'est plus du tout un homme politique à ce moment-là. Non. Moi, je suis plus du tout maquilleuse. Non. On s'échange 2-3 infos, tu vois. Et là, je ressors de là, je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire là, je tremblais. Oh, c'est vrai? Ouais. Et je me suis dit, je pense que j'ai conscientisé tout ça, je me suis dit, je tremblais. Je me suis dit, il faut vite que j'appelle quelqu'un pour lui dire parce que je vais oublier des trucs. Ce moment a été très fort pour moi, très très fort. Voilà. C'est incroyable cette histoire. La demande la plus farfelue? On m'a demandé de maquiller un nouveau-né, donc ça je l'avais déjà exprimé. Je trouve que c'était un petit peu too much là depuis. Personne ne m'a jamais demandé ça. C'est vraiment. En fait, je trouve que c'est aux antipodes de ce que tu ressens quand tu as un enfant. Et tu as refusé du coup? Ah oui, j'ai refusé. Ah non, je lui ai dit, vous savez, c'est pas bon là, la peau pour le bébé, c'est pas top. Je dis, vous inquiétez pas, le photographe il va faire le nécessaire, parce qu'il y avait des petits problèmes de peau, mais c'est un nouveau-né, c'est même pas un bébé, c'est un nouveau-né, il avait déjà une ça semaine. dans la tête, on s'en fout. Tu vois. Les conditions de déplacement les plus dingues? Il y a quand même cette histoire avec les Netanyahou, où moi j'étais dans un hôtel et eux étaient à la Blair House. Et c'est vrai que les conditions pour aller les rejoindre étaient très protocolaires, beaucoup de pression aussi. Je sais que je dis beaucoup ce mot, mais c'est vraiment comme ça qu'on le ressent. En plus, c'était en plein Covid, donc ils faisaient attention, mais à tout. Le caprice le plus fou que tu as entendu sur demander quelque chose à manger, une condition de préparation, je veux me faire masser de telle manière, ce genre de choses, peu importe ce qu'il peut y avoir comme caprice de star. Est-ce que tu as déjà une fois dit « Oh, toi, il abuse ça quand même ». Plein de fois. Ah, ça t'arrive souvent, c'est vrai? Oui. Une fois, on m'a demandé de patienter 8 heures dans une salle de bain.
8 heures dans une salle, J'ai c'est dit. super long, 8 heures. Tu m'as dit qu'1 heure, c'était long tout à l'heure. 8 heures, c'est énorme. Ouais. Et je devais pas sortir de la salle de bain. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait pas qu'on voit que j'étais là. Et donc elle venait se refaire maquiller. C'était une soirée en fait. Et elle venait se refaire maquiller en permanence, mais je devais rester. En douce, quoi. Ouais. Elle a caché sa maquille. Non, devais mais c'est rester. incroyable. Cachée dans la salle de bain. J'y suis restée pendant 8 heures. Elle m'a quand même ramené à manger. Enfin, pas elle, mais quelqu'un m'a ramené quand même à manger. Non, t'as pas laissé mourir là-dedans. Non. C'est incroyable ce que tu me dis. D'accord, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un cas qui émotionnellement t'a marqué tellement c'était dur? Oui, il y a cette sénatrice que j'accepte de faire. Je la connais pas. Je sais qui elle est, mais je la connais pas. Et j'arrive chez elle. Déjà, je passe le pas de la porte, ça crie dans la maison. Donc déjà, je suis accueillie avec les cris. Je me dis, ok, déjà ambiance, tu vois. Il y a beaucoup de personnel, le chauffeur, le cuisinier, 3 assistants qui sont là. Je m'installe, j'attends. Et elle arrive et je vois son air très fermé, très pincé, très en colère. Elle doit faire une émission avec la première dame des États-Unis. Elle s'assoit et elle est fermée. Tu vois, elle a le visage comme ça, très, très dur. Il y a du monde autour, moi je suis en face. Et puis d'un seul coup, elle pète un câble et elle me dit « Pourquoi est-ce que je fais cette émission? Je ne veux pas faire cette émission. Qui c'est qui m'a dit de faire cette émission ?» Et puis elle se prend les cheveux comme ça et puis elle crie. Moi je me prends tout ça en face. Je me dis « Qu'est-ce que je fous là ?» Ok. Tu vois, je ne peux pas la maquiller, elle est hyper agressive. J'arrête et je lui dis « Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que là, tu te mets dans un état de stress monumental. Pourquoi est-ce que tu fais cette émission ?» Et si tu veux, c'est pas ma place de dire Non. ça. Donc elle est choquée. C'est qui cette make-up artist Ouais. qui l'ouvre et elle me dit je sais pas pourquoi je le fais. Je lui dis peut-être il faudrait savoir parce que là, tu as l'air très stressée quand même. Je vois qu'elle se calme, mais elle est très, très pédante, tu vois. Très, mais elle se calme au niveau de son caractère. Je continue à la maquiller et à la fin, je lui montre le miroir. Je dis comme ça. Se regarde comme ça. Pour je ne sais quelle raison, ça me va qu'elle me dit. C'est tout. Ça s'est arrêté là. Très, tu vois, très froide, très sèche. Bon, elle ne crie plus, donc moi je suis contente, tu vois. C'est une victoire, oui, déjà. Voilà. Je sors de chez elle, je me dis plus jamais elle. C'est fini. Son assistante continue de m'appeler. Oh non, ok. 3 fois, 4 fois, je dis non, je suis busy, je peux pas, je peux pas. Et au bout de la 6e fois, je me dis c'est quand même bizarre. Je suis pas la seule maquilleuse à Washington. Pourquoi est-ce qu'elle continue comme ça? Et moi, je crois beaucoup aux signes que la vie m'envoie. Donc je me dis bon, si ça insiste, c'est que peut-être je dois y retourner. J'y retourne. Et là, c'est l'inverse. Une dame charmante qui m'accueille. Salut Audrey, comment tu vas? Les bras ouverts. On n'est que toutes les deux. Puis elle commence à discuter. Comment ça va depuis la dernière fois? Machin. Voilà. Complètement l'opposé. D'accord. Et là, je me dis incroyable. Le jugement que tu te fais sur une personne parce qu'elle est juste, elle maîtrise pas ses émotions. En fait. C'est juste ça. La dernière question anecdote. Le contrat le plus lucratif que tu as eu? Dis-moi le contexte. C'est ça, hein, c'est cette milliardaire qui m'a fait voyager et en plus dans des conditions XXL ultra luxe. Et là, elle me paye, on est à 4 500 le make-up de 30 minutes. Juste à... Allez. Donc ça, c'est lucratif. Je vais changer de profession. Je suis super bon en plus en maquillage. Bon, tu as quitté la France depuis un moment maintenant. Qu'est-ce qui te manque que tu n'as pas aux États-Unis et qui est vraiment là pour toi en France? 3 éléments. Beaucoup de choses. Ah. Beaucoup de choses. Ma famille, mes amis, dont je suis très proche. Ce côté essentiel. Tout est grand aux États-Unis, tout est grandiose. En plus, la ville où je suis, c'est suffocant. Il y a là beaucoup de politique. Je travaille avec beaucoup de politiciens, donc il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses négatives. Oui. Et aujourd'hui, revenir en France, pour moi, c'est essentiel pour mon équilibre, pour mon bien-être. Merci Audrey.
Merci à toi. J'ai passé un moment incroyable. Super. C'était très agréable. Merci, c'était passionnant. Comme je dis, il manque que le popcorn. La Ouais. prochaine fois, on l'amènera, on le mettra là pour pouvoir piocher dedans. Mais c'est une vie c'est richissime. Ouais. Donc bravo pour tout ce que tu as accompli. Et puis merci de venir le partager comme ça avec autant d'authenticité. Avec C'est plaisir. très appréciable. Avec plaisir, j'ai passé un super moment aussi. Super, ça c'est le principal ça. Pour les autres, on se retrouve bientôt sur Extra avec d'autres invités, voilà, extraordinaires, comme ça, des histoires complètement dingues. Et prenez le rendez-vous parce que ça va être très très costaud pour la suite. Ciao.